Salut, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est nous, Charlie et Guillaume de la web-série Purgatoire. Au sommaire aujourd'hui, les sorties animées manga avec le film d'animation Bouddha, le grand départ. Ensuite, un reportage sur Hint Hunt, une escape room IRL, et les objets de la préhistoire sur le jeu Nightmare Busters. Mais tout de suite, les news. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour en parler, Tiny Thief vous fait incarner un jeune voleur, gourmand et espiègle, prêt à sauver les opprimés, surtout ceux à qui l'on vole des bonbons. Accompagné de son fidèle furet, il devra retrouver les divers objets cachés dans les décors, tout en faisant des misères aux méchants. Ce point and click d'infiltration au graphisme mignon et très coloré propose 5 niveaux aux décors variés. À noter qu'un 6e est en prévision. Développé par le studio 5Ends et édité par Rovio Games, Tiny Thief reprend le système de notation d'Angry Birds, mais la ressemblance s'arrête là. Si les actions restent simples à effectuer, terminer les niveaux en trouvant tous les objets cachés ne se fait pas sans difficulté et vous y reviendrez avec plaisir. Disponible depuis juillet dernier, la démo gratuite est disponible avec 2 niveaux, le jeu complet étant au prix de 2,69 €. Très raisonnable pour une si jolie découverte. Vous le saviez peut-être déjà, mais Monument Valley est en bêta depuis fin décembre sur iOS uniquement pour l'instant. Vous le saviez peut-être déjà, mais Monument Valley est un jeu de réflexion développé par Us2 qui se propose de revisiter les trompe-l'œil à la Escher, un peu comme l'avait fait Echochrome en son temps. Vous le saviez peut-être déjà, mais le jeu est très séduisant visuellement et devrait sortir courant 2014. Mirror Moon est un jeu indé développé par le petit studio italien Santa Ragione. Sa direction artistique stylisée à base de gros polygones, ses innombrables planètes, systèmes solaires, galaxies à visiter et son ambiance mystérieuse lui ont permis d'être en finale de l'IGF 2013 aux côtés de Gone Home ou encore Little Inferno. Le jeu est disponible sur Steam depuis septembre 2013. Le mode solo permet d'explorer l'univers, de résoudre différentes énigmes, tandis que le mode multi vous permettra de partager vos cartes galactiques avec les autres joueurs. Détail amusant, seul le premier à explorer un système solaire pourra baptiser celui-ci à tout jamais dans l'univers du jeu. Une mise à jour est disponible depuis quelques jours, affublant le nom du jeu du suffixe EP pour Extended Play. De plus, le jeu est en promo sur Steam jusqu'au 10 février prochain. De quoi se laisser tenter pour ceux qui sont en manque d'exploration stellaire. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes les créateurs de la web-série Purgatoire, donc une web-série qu'on a commencé à tourner à l'été 2013. Mais avant tout ça, il faut dire comment on s'est rencontrés. Charlie et moi, on est des amis de lycée en fait, et on s'est rencontrés au lycée à Montpellier. On s'est retrouvés 10 ans après sur Paris. Et du coup, depuis toujours, on avait eu l'envie de faire un film ou quelque chose comme ça. Et on a été très impressionnés par le travail des grands comme Noob, comme le Visiteur du Futur. Et on s'est dit, oui, c'est possible, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour raconter une histoire. Donc on s'est lancé là-dedans. Mais avant de se lancer dans la web-série, vu qu'on n'était pas super doué niveau technique, etc., on n'a pas fait d'études là-dedans, on s'est entraîné sur un court-métrage où on a plus ou moins cumulé toutes les erreurs possibles et imaginables pour apprendre. Donc ce court-métrage, je pense qu'il sortira jamais publiquement. Et du coup, ça nous a permis de savoir comment faire pour commencer la web-série. Pour commencer la web-série. Voilà. Donc, et on vous parlera un petit peu plus de l'histoire après les sorties animées manga. Au royaume de Kapilavastu, la nature tout entière semble attendre avec joie la naissance du prince. Les sages, quant à eux, voient arriver une grande force qui pourrait bien régner sur le monde. Quel sera le destin du petit Siddhartha, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Bouddha? L'œuvre Bouddha dont est tiré cet animé est à l'origine un manga de Tezuka Osamu. Édité à partir de 1972, ce titre très populaire au Japon retrace la vie de Siddhartha. La Toei Animation va adapter ce manga en 3 longs métrages. Bouddha, le grand départ, est sorti au Japon en 2011.
Au scénario, on retrouve Yoshida Reiko, qui avait officié sur les séries Bakuman et K-On. La réalisation est signée Morishita Kozo, un grand nom de la Toei. Ce dernier a notamment travaillé sur les séries Saint Seiya et Grandizer, a produit l'anime de Dragon Ball Z et est aujourd'hui le vice-président du studio japonais. Tout cela se présente donc sous de bons auspices. Mais qu'en est-il vraiment de ce premier film ? Tu es toujours là. C'est bien toi qui m'as sauvé des crocodiles. Doucement, vous ne devez pas trop bouger. Oh. Le scénario respecte scrupuleusement celui de Tezuka. Les histoires secondaires, qui ont beaucoup d'importance dans l'intrigue, ne sont pas bâclées. Tu mérites d'être Il faut dire que le manga original se prêtait admirablement bien à une adaptation à l'écran. Reposez-vous. Cependant, la fidélité à l'œuvre de Tezuka s'arrête là. Le chara-design du manga, qui a tout de même 40 ans, a été entièrement revisité. Certes, il était nécessaire de le moderniser, mais là, on ne reconnaît plus du tout le trait caractéristique du père du manga moderne. Avec grand plaisir, mon général. Par ailleurs, Tezuka aimait truffer ses œuvres sérieuses de détails amusants et de petites blagues, afin de rendre ses histoires plus légères. Cet aspect a entièrement disparu dans le long métrage. Majesté, vous allez bien? Nous avons encore beaucoup de chemin à faire et il faut en plus que nous traversions le Rohini pour arriver chez les vôtres. Je suggère que nous arrêtions ici pour aujourd'hui et dressions le camp. Comment se porte Sa Majesté? L'animation est particulièrement réussie, avec des scènes parfois majestueuses. Malheureusement, encore une fois, on ne retrouve absolument pas l'ambiance si particulière d'une histoire racontée par Tezuka. Le film n'a d'ailleurs connu qu'un accueil mitigé au Japon. Après une bonne première semaine, le film a rapidement dégringolé au box-office. Qu'est-ce qui se passe? Cette lumière est si douce. C'est comme si la forêt tout entière débordait de vie. C'est le 29 janvier dernier que Kazé a édité ce film, le premier de la saga, en DVD et Blu-ray. La VF est d'ailleurs de bonne facture. Il est né! Le prince est né! Toujours côté son, les fans de Yoshiki se réjouiront d'entendre le générique de fin. En effet, Scarlet Love Song a été composé spécialement pour cet animé. À l'instar du manga dont il est issu, Bouddha, le grand départ, est un film sérieux, voire adulte. C'est au final un beau biopic sur ce personnage légendaire, pour peu que l'on ne s'attende pas à voir du Tezuka. Alors que bouddhisme et méditation ont le vent en poupe dans nos sociétés, ce long métrage est une occasion pour le grand public de découvrir qui était Bouddha. Et pour les moins patients qui auraient hâte de connaître la suite de l'histoire, on ne saurait trop leur recommander la lecture du manga original, disponible en 8 tomes chez Tonkam. Pour les films, le second volet du triptyque de films sortira en février 2014 au Japon et a récemment connu les honneurs d'une avant-première en France. 待っておったぞ、シッダールタ。紹介しよう。我が釈迦国の新しい将軍、弓の名手バンダカだ。お見知りおきよう、王子。 Et oui, c'est la fin pour Akuma to Love Song, cette série qui aura su se démarquer des shoujo classiques. Kawaii Maria, l'héroïne de ce manga, est loin d'être une cruche et ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'elle pense aux autres. Ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas évident pour vivre en société. Certes, le rythme de parution de ce manga a été très lent, mais on est à la fois heureux de connaître enfin la conclusion de l'histoire et triste que cette série sympathique soit terminée. Les personnages très attachants créés par Tomori Miyoshi nous manqueront, c'est certain. Voilà un petit moment que nous n'avions pas parlé sur nos lives de Wolfsmund, la gueule du loup. Ce seinen, se déroulant dans un univers médiéval digne d'un roman historique, a été créé par Kuji Mitsuhisa, un ancien assistant de Miura Kentaro, l'auteur de Berserk. Sacrifices et stratégies militaires seront de mise pour mettre à mal la forteresse de Wolfram, le puissant général chargé de garder les frontières suisses. Le sentiment de nouveauté qui émanait des premiers volumes de Wolfsmund s'est quelque peu épuisé au fil des tomes. Mais ce 5e recueil n'en reste pas moins intéressant.
On espère juste que les prochains tomes ne se feront pas trop attendre. En effet, le rythme de diffusion en France de cette série a déjà rattrapé celui du Japon. Il y a 300 ans, 3 grandes familles ont uni leurs forces pour créer le Saint Graal, un artefact magique capable de réaliser n'importe quel souhait. Malheureusement, comme ces familles ont été incapables de se mettre d'accord sur le souhait à accomplir, la 3e guerre du Graal fait rage. Avis aux fans de Saber, le 27 février prochain, c'est chez Ototo que sortira le premier volume du manga adapté de la série Fate Zero. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site de vente de l'éditeur et profiter de la jaquette collector et du poster offert. Le 13 février, les éditions Cornelius publieront le 3e tome de la vie de Mizuki, sous-titré L'apprenti. Ce sera le dernier volume de l'autobiographie en manga du célèbre Mizuki Shigeru, auteur de Nonomba et Gegege no Kitaro. Il y sera notamment question des premières commandes payées réalisées par l'auteur à ses tout débuts. Voilà une nouvelle occasion de se plonger dans la vie du mangaka, une vie chaotique, douloureuse, mais admirablement racontée par lui-même. Alors je suis le réalisateur de la série et Guillaume est le scénariste. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de Purgatoire ? Oui, alors Purgatoire, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille seul en pleine forêt, sans savoir pourquoi il se réveille seul en pleine forêt. Et en fait, plein de gens un peu atypiques, un peu bizarres vont lui tomber dessus, lui crier dessus. Et en fait, voilà, dans Purgatoire, on va expliquer pourquoi il s'est réveillé seul en pleine forêt et pourquoi tout le monde lui crie dessus. C'est où ? En pleine forêt, c'est ça ? Oui, c'est d'accord. En pleine forêt, oui. Ouais, donc en fait, on il est... se réveille tout seul. Tout seul ? Ah, où ça ? En pleine forêt. Donc, ouais, en fait, on joue vachement sur le mystère hein, dans la série. Surtout les premiers épisodes, on est quand même sur des thèmes de l'aventure et le fantastique. Et donc, on va suivre un peu ce personnage qui est un personnage normal, hein, qui avait une vie comme tout le monde, et qui se retrouve vraiment dans un endroit seul. Exactement. Mais n'en dis pas trop. Ouais, j'en dis pas trop. D'abord, on va regarder un reportage sur Hint Hunt, qui est en fait comme un jeu vidéo grandeur nature. Vous vous retrouvez dans une pièce enfermée. Et en fait, le but, c'est d'en sortir. Salut, ça va ? Aujourd'hui, je suis devant les locaux de Hint Hunt. Alors, Hint Hunt, qu'est-ce que c'est ? C'est un live escape room, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on est enfermé dans une pièce et on a 60 minutes pour en sortir en résolvant tout un tas d'énigmes. C'est tout récent à Paris, là, ça fait à peine 2 mois que ça existe, ça vient de l'étranger. Et alors, le truc, c'est que ça se joue à plusieurs. Du coup, pour vivre l'expérience Hint Hunt, j'ai décidé de réunir la fine équipe. Et je vais commencer par vous les présenter. Donc, il y a tout d'abord Kevin. Kevin, ça va ? Ça va. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris dans mon équipe ? Bon, parce que c'est mon complice de toujours, mais aussi parce que les Layton, enfin, je veux dire, il les connaît. Pour vous donner une petite idée, Layton est à Kevin ce que Luke est à Layton. Vous voyez un petit peu le délire ? Donc voilà, Kevin, assets ô combien importantes. J'ai ensuite Caro qui est là. Alors Caro, on l'a prise parce que si d'aventure, à la fin des énigmes, on est amené à voir descendre des pièces qui tombent, tout ça, on pourra la porter comme ça, pour avoir un maximum de pièces. Donc voilà, ça va bien Caro ? Ah super bien, je pensais que j'étais juste le quota féminin, mais j'étais pas loin en fait. Voilà, et on a ensuite, alors j'étais obligé de l'avoir avec moi, le petit génie, copain, Cyril Lambin. Ça va Cyril ? Ça va, j'ai pas compris ton truc avec Layton et Luke. Tu re-regarderas la vidéo, d'accord, a priori okay. Ça fait du sens. Ok, je fais toujours partie de l'équipe malgré tout. Oui, évidemment, tu fais partie même de la fine équipe Cyril, donc et tout ce qui sera craquage de code, tout ça, c'est lui qu'on va petit génie, ouais je suis sur le coup, tout ça pour désactiver des lasers, bref, c'est copain. Et enfin, évidemment, on a Aurélien au cadre qui participe avec nous parce que c'est jusqu'à 5 personnes et bon bah il vient parce qu'il fallait bien quelqu'un pour filmer quoi. Donc bon bah venez avec moi. En avant les teamwork. On y va. Ok, bon, on y est les gens. La première énigme pour avoir le premier indice. Combien faut-il de rédacteurs en chef jeux vidéo pour terminer l'expérience Hint Hunt ? Ok. Alors au moins 1. De base, t'as envie de dire 1, tu vois, ça devrait suffire largement. C'est trop simple, c'est trop simple, il y a un piège. Mais en fait, mais non. Non. Oui, non, mais la réponse elle est simple. Ouais. Bah il y arrive pas. Bah oui. Exact. Ok, bien joué. Vas-y, next. Alors en fait, les escape games, d'abord, ça a démarré au Japon. Ensuite, ça a été importé, me demandez pas comment, en Hongrie. Donc à Budapest, il y a 40 escape games différents. Et à Paris, il y en a un, et à Londres, il y en a 2.
Alors par contre, je vous préviens, je fais pas les serpents, moi. Avec Louis et David, en fait, on est allé faire le jeu à Londres. Et on l'a trouvé tellement énorme qu'on a voulu le ramener à Paris. Et on s'est hyper bien entendu avec les Hongrois qui ont créé ça à Londres, où le concept d'escape game a bien décollé. Et on a ramené ça à Paris donc il y a 2 mois. Ok, donc celle-là c'est bon. Alors énigme suivante, qu'est-ce qui... Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Mais t'avais une barre chocolatée depuis le début? Putain, mais on va crever comme des merdes à cause de toi! Parce que tu prends ton truc et tu te le manges dans ton coin tout seul là! Moguri, calme-toi, ça fait que 5 minutes. Bon d'accord, ça fait 6 minutes. Mais non, mais c'est juste... Non, mais il partage jamais ses affaires aussi, lui! Aujourd'hui, on a une énigme qui est le bureau de John Monroe, qui est la même qu'à Londres. À Londres, ils ont une deuxième énigme qui s'appelle la Zen Room, qui est sur le thème du jardin japonais, qu'on a fait avec David et Louis, qui est vraiment, je trouve, c'est le niveau dessus en termes de difficulté, mais une fois qu'on a fait John Monroe, c'est vraiment parfait pour faire la transition. Et là, on est en train d'en écrire une troisième. Je pense d'ici quelques mois, on devrait avoir une ou deux nouvelles énigmes à Paris. Bon, Caro, si A est égal à 1, J'ai trouvé une énigme. Regarde. Ah, alors, mon frère et mon père ont le même âge Ouais, non, que... je la connais, celle-là, elle est dégueulasse. Tant pis pour l'indice, c'est pas grave. Suivante. Mais on sort pas, là. Next. Pas grave. Nous, on vise, je pense, mi-2014 pour avoir une nouvelle énigme. Là, on est en train de l'écrire. On part à Budapest à la fin du mois pour faire quasiment toutes les énigmes de Budapest et prendre le meilleur de chaque et écrire quelque chose qui sera vraiment un carton. D'accord, quand tu écris quelque chose, est-ce que tu dois le faire valider par les gens qui sont à la toute base de Intent? Alors en fait, on est une communauté de créateurs de Intent. C'est une toute jeune société, on est 10 en tout, donc c'est pas une multinationale avec des scénaristes. Donc le concept, c'est nous on se réunit, on écrit notre propre énigme et ensuite on les fait tester aux gens des autres pays et après on les déploie chacun dans nos unités. Ok, donc prochaine énigme. Ouais, non mais attends, je connais ce genre de config. Là, faut toucher un peu partout pour trouver des incoins, comme dans Layton. T'inquiète. Ok. Non, vraiment pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tout type de profil qui arrive à faire Intent. On a eu des gens, des enfants de 12 ans, on a eu des grands-mères qui venaient avec leurs petits-enfants, et en fait tout le monde arrive à trouver sa place dans une équipe, parce qu'il faut chercher des choses, il faut de la logique, il faut des capacités d'analyse. Donc si vous pouvez faire une équipe, c'est un peu comme dans un jeu de rôle, il faut venir avec différents profils qui se complémentent, et donc tout le monde peut le faire, et essayer de chercher des profils divers. Et là, il s'aperçut qu'il avait oublié de voter pour le J-Top. Non? Mais c'était nul. Me fais même pas peur. Puis il nous reste plus que 10 minutes. Putain. Si vous aimez les jeux de logique, les jeux d'enquête, les jeux de réflexion, c'est vraiment parfait pour vous. On a pas mal de joueurs du professeur Layton, ça revient souvent. Même parfois des filles ou des gens qui sont juste casual, qui adorent ça. Et on a même des gens qui jouent pas du tout et qui en fait se tournent un peu vers le jeu vidéo à cause de ça, qui nous disent « Ah, mais est-ce qu'on peut pas reproduire cette expérience virtuellement ?» À l'origine, ça vient du virtuel et ça arrive dans le réel et c'est en train d'opérer un effet inverse en fait. Ok, apparemment pour cette énigme, il faut sacrifier une personne. Et ben voilà, 56 minutes 59 secondes, donc moins d'une heure, comme des princes. On va maintenant, je vais maintenant demander les impressions de tout le monde pour voir un petit retour sur cette expérience qui est Hint Hunt. Copain, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était vachement bien. J'avais l'impression d'être dans Mopiti Island. C'est vrai qu'il y avait un petit délire. Et c'est vrai qu'il y a un petit délire point and click, effectivement, avec peut-être des combinaisons d'objets. Ouais. Et on n'est pas tout seul puisqu'il y a le maître de jeu qui nous aide un petit peu quand on... qui aide toutes les équipes. Ouais, qui aide toutes les équipes. Quand on est vraiment paumé, il nous remet dans le bon chemin. Et donc t'as kiffé, c'était agréable. C'était super. Mais c'est dommage, du coup on peut pas le refaire. Non, sinon ça n'a pas de sens. Caro. Donc finalement il n'y avait pas de pièces, donc finalement on t'a pas porté pour pas. Mais c'est pas grave parce que t'as quand même trouvé plein de trucs.
Ouais, j'ai surtout été un petit peu à la traîne parce que là où j'allais, les gens étaient déjà allés. Ils me disaient non, pourquoi t'as touché ça? Non, il fallait pas. Mais bon, c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment. Mais on est dans Sherlock, quoi. Sauf que Sherlock, il est beaucoup plus intelligent, donc il aurait tout trouvé plus vite. Mais non, c'était vraiment énorme. On a l'impression d'être dans un film et qu'il faut vraiment sortir. Par contre, le maître de jeu qui fait des blagounettes comme ça, là, du genre ou pas. Parce qu'il y a un petit écran sur lequel on file des indices. Le maître des jeux nous file des indices et des fois il est un petit peu taquin. Kevin, donc on a plié ça. Oui, non, comme prévu finalement. Moi j'aimerais juste savoir quel est le président actuel et quelle est cette technologie de téléphone portable dont on m'a parlé à la sortie. Voilà, j'aimerais en apprendre plus là-dessus. Voilà, donc il essaye d'installer un délire. Comme si j'étais resté longtemps alors qu'en fait non, c'est ça la blague. Parce qu'on n'est pas resté longtemps parce qu'on a fait cette énigme en moins de 60 minutes. Voilà, tout simplement. Ah, j'adore l'humour. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'expérience Hit Hunt. Nous en tout cas on a bien kiffé. Je suis très fier de ma fine équipe qui est là en partie. Voilà, donc ça fait plaisir. Plus Aurélien évidemment qui a été super utile et qui est derrière la caméra. Fais un geste avec ta caméra Aurélien pour... Voilà, excellent. Mais je dois vous avouer que on a fait ça avant toute chose, pour donner tort à Thierry Falcoz. Merci tout le monde, à la prochaine. Donc on a sorti la web-série Purgatoire sur le web donc le 22 septembre, donc ça fait 4 mois à peu près. Et les choses sont vraiment allées vite parce qu'au bout de quelques épisodes, on a postulé pour un concours, donc le Festival francophone de la web-série. Et donc c'était dans le cadre du TGS à Toulouse. Et on a été sélectionné avec 9 autres web-séries pour remporter le prix de la web-série de l'année. Alors déjà, nous, c'était incroyable de se faire sélectionner pour un concours aussi vite. Oui, surtout que l'épisode 4, on l'a terminé vraiment... oui, 1 heure avant de le poster. Je crois qu'il y avait encore le décompte dessus. Il y avait l'amorce encore au début. Il y avait l'amorce au début de l'épisode. Et donc après, on a pris nos billets de train, tout beau, tout nouveau, et puis dans le train qui nous menait à Toulouse, on essayait de voir un peu tous les prix qui allaient se présenter. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas gagner le Grand Prix, en fait. C'est ça, c'est qu'au début, on se disait « Ah, ce serait bien qu'on gagne quelque chose, qu'on ne revienne pas les mains vides quand même. » On était un peu dans les rêves, etc. On a une belle musique, oui, peut-être voilà, la meilleure musique. On ne sait jamais. Et au final, quand on est arrivé là-bas, on n'était jamais allé au Toulouse Game Show et c'était énorme. Donc on a vraiment eu peur, quoi. On était tout petits, tout timides là-dedans, personne ne nous connaissait. Et au final, ça s'est très bien passé. On a rencontré plein de gens super et on a gagné donc le prix de la web-série de l'année. Et en plus, Guillaume a gagné le prix du meilleur acteur. Donc on est vraiment, c'était au-delà de toutes les espérances qu'on pouvait avoir. C'était génial, quoi. Et du coup, on vous retrouve après avoir parlé donc les oubliés de la Play Histoire sur le jeu Nightmare Busters. Mes chers enfants, vous avez beau être d'origine japonaise ou américaine, reconnaissez qu'aujourd'hui les studios français vous donnent régulièrement de quoi vous occuper. Mais était-ce déjà le cas à l'époque sur les consoles 8 ou 16 bits? Xbox One? Tout à fait, c'est essentiellement sur les micros que les développeurs de notre pays se concentraient. On ne peut pas dire que les jeux français sur NES, Game Gear ou Super Nintendo se bousculaient au portillon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Nightmare Busters, un jeu oublié de cette époque qui montre que chez nous aussi, on avait déjà de sacrés talents. Nightmare Busters a été développé à partir de 1993 et prévu pour 1995 sur la célèbre Super Nintendo. On doit cette œuvre à 2 Français, l'excellent graphiste Jean-Christophe Alessandri, ayant bossé sur Préhistorique en 1991 et ensuite sur une flopée de jeux dont de nombreux Rayman, puis à Christophe Guéraud, un programmeur hyper talentueux qui s'est malheureusement éteint il y a quelques mois. La musique, quant à elle, a été confiée à un prestataire extérieur. Quoi qu'il en soit, avec Nightmare Busters, nos 2 compatriotes ont réalisé un véritable exploit. Le jeu est hyper nerveux, parfaitement maniable et sublime graphiquement. Certains parmi vous auront certainement reconnu l'influence graphique et de gameplay de Three Wonders, une fabuleuse production de Capcom pour l'arcade au début des années 90. Mais jamais on n'aurait cru qu'un clone de Three Wonders puisse un jour débarquer sur la Super Nintendo. Bref, d'un point de vue technique, vous pouvez le constater, c'est une claque.
3DS, je t'écoute. Et encore, ce que tu vois, c'est une version 1 joueur. Mais même à 2 en simultané, parce que oui, on peut jouer jusqu'à 2 en même temps, l'animation reste toujours aussi fluide. D'ailleurs, si vous deviez essayer Nightmare Busters un jour, n'hésitez pas à inviter un copain gamer, parce que ce soft, c'est vraiment pas pour les petits joueurs. Vous allez souffrir avant d'en voir le bout. Mais rassurez-vous, en tant qu'excellent die and retry de l'époque, on apprend de ses erreurs et l'on progresse malgré tout régulièrement. Avec un peu d'obstination, vous devriez parvenir à boucler les 6 stages que comporte cette cartouche de 8 mégas. Bref, n'ayons pas peur des mots, Nightmare Busters est certainement l'un des tout meilleurs jeux d'action arcade de la Super Nintendo. Oui, PS4. La question que j'attendais. Si ce jeu est aussi bon, comment est-il possible que personne ne s'en souvienne? Vous êtes sûrement en train de vous dire que je vous cache un truc. Bah oui, vous vous dites sûrement que si Nightmare Busters n'est aujourd'hui plus dans aucune mémoire, c'est pour une bonne raison. Bref, elle est où l'entourloupe? Eh bien en fait mes enfants, il y a effectivement une raison qui explique pourquoi ce méga hit est aujourd'hui méconnu. Parce qu'en réalité ce jeu n'est jamais sorti. En effet, après un an de développement éprouvant et un jeu terminé à 100%, les efforts du duo Christophe Guéraud et Jean-Christophe Alessandri ne sont pas récompensés. Aucun éditeur ne souhaite parier sur cette production, aussi réussie soit-elle. Il faut dire qu'en 1995, tous les regards sont tournés vers la Saturn et la PlayStation. Les deux Français verront quand même une lueur d'espoir, quand un éditeur japonais, Nichibutsu, s'engagera un temps avec eux et renoncera presque aussitôt, faute cette fois d'avoir trouvé un distributeur prêt à parier sur le succès d'un jeu 16 bits. Au final, après de nombreux mois à chercher et à négocier, les deux amis doivent se faire une raison. Nightmare Busters restera confiné à l'état de projet abandonné. Oui, PS4 Et tu as raison, vu que personne n'a jamais connu ce jeu, difficile de parler de lui comme d'un oublié de la préhistoire. Mais si je vous le montre aujourd'hui, c'est parce que le cauchemar de Nightmare Busters vient enfin de s'achever. Et oui, figurez-vous qu'après 20 ans d'attente, Nightmare Busters est enfin disponible sur Super Nintendo. Mais si, je vous jure que c'est vrai, c'est la société Super Fighter Team, spécialisée dans l'édition de jeux inédits sur de vieilles consoles, qui s'est chargée d'offrir une chance à Nightmare Busters. Il y a tout juste quelques mois. PS4, je te sens encore sceptique sur ce coup-là. Bah écoute, j'en profite pour vous faire une petite surprise. Figurez-vous que nous avons l'honneur d'avoir avec nous Brandon Cobb, le directeur de la société Super Fighter Team, en live chat avec nous en live. Allô Brandon? Bonjour, c'est sweet Brandon Cobb. How you doing? Well, my petite PS4, as Professor Flo was saying, the PS4? He's got me talking to a game console, for God's sakes. At least it isn't the Super A-Can. Anyway, Nightmare Busters just wrapped up and is finally available. I mean, Super Fighter Team put a lot of hard work into it, and I'm pretty darn proud of it. En effet, c'est avec l'autorisation et l'aide des auteurs qu'elle a pu mettre à disposition des joueurs une véritable version sur cartouche. La Super Fighter Team, société américaine, a d'ailleurs fait les choses en grand, puisqu'elle a même été jusqu'à réaliser un moulage spécial des cartouches permettant une compatibilité universelle. Les joueurs du monde entier pourront ainsi découvrir cette pépite sur leur Super NES, leur Super Famicom ou bien leur Super Nintendo sans l'aide d'adaptateurs. Bref, après avoir été outragé, brisé, martyrisé, voilà que Nightmare Busters est désormais libéré. À nous maintenant de ne pas l'oublier. Et sinon, merci à vous, cher Brandon. To bring on, Professor Flo, it was my pleasure. Hey kids, stay in school and try a copy of Nightmare Busters. You'd be glad you did. A bientôt. Peace. Voilà mes enfants, après ce beau symbole de l'amitié franco-américaine, vous pouvez remballer vos stylets, vos chargeurs et vos chiffons en anti-traces de doigts. On se retrouve la semaine prochaine. Allons, pixels de la patrie, le jeu de gloire est arrivé. No Life avait promis de diffuser le premier épisode de la web-série qui remporterait donc le premier prix au festival. Et du coup, on était vraiment super contents de les rencontrer, de leur montrer notre travail. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment accroché au concept et ils ont accepté de diffuser toute la première saison. La saison qui fait 14 épisodes, et donc le premier épisode passe ce soir tout de suite après Devil Slayers. Et si jamais vous avez aimé, vous pourrez nous retrouver le vendredi sur No Life, ou sinon on a déjà 8 épisodes en ligne, et n'hésitez pas à nous donner vos retours sur le forum de No Life, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé.
sinon, un immense merci à tous les gens qui nous ont permis d'être présents sur cette chaîne. Merci à No Life et bon visionnage de web-série. Merci. Au revoir.